Pas trop, on verra à la fin si c'est vraiment nécessaire. Bon, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session dont le titre est Pas à Pass, Cloud Foundry in Action. Je me présente, je suis Ghislain Segui, le responsable technique de la société Hippo Hosting. Hippo Hosting est un spécialiste de l'infogérance dans l'écosystème Java. Par écosystème, j'entends tous les serveurs d'applications Java, mais également les applications qui gravitent autour, comme les bases SQL, NoSQL, Cassandra, les outils de recherche comme Elasticsearch. Pour de plus amples informations ou renseignements, n'hésitez pas à visiter notre site ou bien à nous suivre sur Twitter. Notre compte est indiqué là-haut. Bonjour, je suis Thibaut Chassagnette, je suis tech lead Java chez Hippon Technologies, la maison mère de Hippon Hosting. Et donc pour la presse, je serai la caution dev. Pour ma part, je serai la caution admin, par rapport le pendant de Thibaut côté admin, la caution ops, si on peut dire. La problématique dont on veut vous parler cet après-midi est relativement simple et assez classique dans notre domaine. Comment permettre aux développeurs de disposer d'un environnement de développement, de recettes, de pré-production ou de production, peu importe, pour déployer des applications, cela à la demande et en donnant un maximum d'autonomie aux développeurs. Ça, c'est la problématique que la maison mère nous a fixée et on va vous présenter un petit peu le chemin de la réflexion qu'on a eu chez Hippon Techno, Hippon Hosting, et qui a donc abouti à la mise en œuvre de Cloud Foundry. Mais pour débuter, on va illustrer rapidement la problématique. D'accord, bien sûr. Mais aucun souci pour mettre l'application en recette dès lundi matin. Première heure, je vous le dis, première heure. Mais il n'y a aucun problème, aucun, pas de souci. Ouais. Bon week-end. Au revoir. Avec, hein. Thibaut, j'ai dit au client que l'environnement de recette serait prêt lundi matin à la première heure. Ça ne pose pas de problème? Non? Eh bien écoute. Bon week-end. Pas de problème. Bon, faut le dire vite. Première solution, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah oui, il y a Pierre, le stagiaire, qui vient de partir. On va récupérer son poste, un petit format. On réinstalle tout. Bon, c'est pas exactement l'archi-cible, mais ça correspond à peu près. On réinstalle l'appli. Ça devrait bien se passer. Bon, niveau perf, c'était un peu une brouette son PC. Forcément, c'est un stagiaire. Puis, bon, Windows, il y aura peut-être des mises à jour lundi. Ça va peut-être couper. Non, je pense que c'est pas la bonne solution. Je vais te demander à Ghislain. Ghislain, il n'y a pas le projet Gaia, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait sur notre projet. Il n'y a pas moyen de squatter leur environnement? Oui, vaguement. T'as besoin de quoi comme version de Tomcat? Parce que là, c'est une vieille version, ça va être une version 5 et encore, peut-être même plus ancien. Et puis je crois, si je me souviens bien, c'est aussi du Postgres. Là encore, avec une version assez ancienne, il me semble. Il y aurait moyen de poser un MySQL et vu les ressources qui sont disponibles sur la machine, non, ça me paraît difficile. L'environnement, il n'est pas fait pour accueillir plusieurs bases de données en même temps. On est un peu juste en ressources. Bon, donc les ressources, c'est pas bon. Sinon, tu peux pas me mettre à disposition un serveur, une machine toute neuve
Là, on est vendredi après-midi pour lundi matin. Non, non, tu plaisantes, c'est pas possible. C'est inenvisageable. Moi, j'ai une équipe d'admin qui est extrêmement chargée. C'est pas possible. Je suis navré. Ils vont pas passer le week-end. Enfin, en plus, ils ont des interventions prévues ce week-end. Ça va pas le faire du tout. Sinon, la dernière soirée d'entreprise, j'ai entendu parler d'un cloud privé. Il y aurait moyen de déployer facilement une VM, quelque chose? Alors, oui, disons que c'est un environnement qui est en cours d'installation pour l'instant. On a encore quelques petites choses encore à caler pour que ce soit parfait. Mais j'ai peur que ce soit pas disponible pour lundi matin non plus. En termes de planning, ça me paraît délicat. Bon, en gros, si je résume, il faut que je passe par un prestataire extérieur. Ah bah c'est peut-être effectivement la seule solution pour être suffisamment pour que ce soit disponible dès lundi matin, ça va être le cas. Mais fais attention, ça risque de te coûter un peu cher parce que si tu vas faire bosser les mecs d'astreinte pendant le week-end pour avoir l'environnement qui va bien, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué. Bon, le chef de projet est parti en week-end, prestataire extérieur, ça va vraiment nous coûter cher, mais je pense que c'est la dernière solution qu'on a. À moins qu'il existe peut-être une solution idéale. Effectivement, est-ce qu'il existe une solution idéale? Qui n'a jamais rencontré ce type de problème? Fournir un environnement rapidement, à la volée. Chez Hippo Hosting, comme je disais en introduction, c'est le défi que nous a lancé la maison mère. Pour les 130 consultants, mettre à disposition de manière rapide et efficace des environnements de développement, de recettes, de pré-production ou de production, peu importe, mais des environnements rapidement. Et quelle solution permet de maîtriser la disponibilité? On a vu dans les petites illustrations précédentes que la disponibilité pouvait être mise à mal sur plusieurs axes. Que ce soit sur la partie configuration de la plateforme, qui peut être pas tout à fait en adéquation avec les besoins, que ce soit la disponibilité de ressources matérielles. Quand il s'agit d'upgrader une plateforme, c'est quelque chose qui peut avoir des temps d'approvisionnement qui peuvent être un petit peu longs. Que ce soit au niveau de l'installation quand elle est faite sur l'environnement d'un autre projet, arriver à avoir la disponibilité nécessaire et les ressources qui vont bien. Et ça, c'est quand même, ça amène quand même à de gros problèmes de disponibilité. On peut aussi y voir des problèmes de complexité pour pouvoir gérer de complexité ou d'hétérogénéité des différents environnements. Je vais un peu peut-être enfoncer une porte ouverte en disant qu'un développeur, ça doit développer, un admin, ça doit administrer. Chacun des deux doit connaître l'environnement de l'autre, la manière de travailler de l'autre, mais il ne doit pas forcément être un expert dans son domaine. Donc un admin, plutôt un développeur, n'a pas besoin d'être un expert en administration pour instancier un nouvel environnement. Quid de la scalabilité également? Travailler sur un environnement qui est pas scalable aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué. On pourrait travailler aujourd'hui sur un environnement de type IaaS. Ça sera parfaitement là, la scalabilité peut être là, mais elle se fait au prix d'une configuration qui peut être lourde et complexe à mettre en œuvre dans un environnement où on a besoin de réactivité. La mise à disposition d'un environnement de recettes également est par nature un centre de coût et non de profit, et donc il ne doit pas non plus gréver les budgets. On l'a vu à la fin, passer par un prestataire externe, ça peut être quelque chose d'un petit peu compliqué et qui va finir par coûter un petit peu cher. La solution idéale, de notre point de vue, avec toutes les contraintes que je viens de rappeler là, c'est l'utilisation d'un pass. Un pass. Est-ce que c'est réellement la solution idéale, le Graal vers lequel il faut tendre? On va s'arrêter 2 petites secondes pour refaire un petit rappel sur la définition. Donc pass, comme tout le monde le sait, acronyme de Platform as a Service, et c'est l'une des 3 formes de cloud computing, celle où le fournisseur de cloud maintient l'environnement d'exécution en fonction des besoins des applications, et l'environnement, la forme de pass où l'utilisateur s'occupe de la partie développement de son application. On voit que c'est souvent les applications, des applications métiers qui sont utilisées dans le pass.
Comme on le voit sur le schéma présent à l'écran actuellement, le PaaS prend en charge la totalité des couches depuis les couches les plus basses, les couches matérielles, jusqu'à l'environnement d'exploitation, le système d'exploitation, les couches de virtualisation, etc., etc. Et ça passe aussi par tout ce qui est virtualisation, la conteneurisation également. On le verra aussi, on verra un petit peu la solution qui est utilisée dans Cloud Foundry tout à l'heure. Voilà. L'état de l'art, maintenant je vais passer la parole à Thibaut, qui va nous faire un petit état de l'art du PaaS. Alors, pour comprendre pourquoi on a choisi Cloud Foundry, il peut être important de faire un petit point sur les solutions existantes. Donc il y a 4 axes qui vont nous intéresser au niveau de Hippon. C'est d'abord, on va donc d'abord lister donc, des solutions qui sont installées et disponibles en ligne, comme CloudBees, Google App Engine ou Heroku. Alors ce sont des solutions qui sont disponibles seulement en ligne, on ne peut pas les installer sur notre propre infrastructure. Ensuite, elles ne sont pas open source, donc ça c'était un point important pour Hippon. Une autre partie, un autre axe qui est important pour nous, c'est savoir maintenant sur quel type d'infrastructure on peut les installer. Donc on voit qu'il y a des solutions comme Solum, OpenShift ou Cloud Foundry, qu'on est censé pouvoir installer à peu près partout, sauf Solum qui s'installe que sur du OpenStack. Et donc nous, pour des raisons liées à l'administration, on avait envie de travailler sur une infrastructure un peu plus large. Donc on va rester, il nous reste donc plus que 2 solutions, OpenShift et Cloud Foundry, qu'on peut facilement déployer sur des clouds privés, des clouds publics, ou même carrément des serveurs nus sans forcément avoir de virtualisation. Le dernier axe qui était important pour nous et donc qui éliminait de facto certaines solutions, c'était pouvoir faire tourner des applications dans peut-être pas tous les langages, mais dans une grande diversité de langages. Donc on voit que par exemple CloudBees est vraiment réservé au Java, Google App Engine fait du Java forcément, du Python, du PHP, un peu de Go. Pareil pour Heroku avec un petit peu de Node.js en plus. Et surtout les 3 dernières solutions, le point important pour nous, c'était qu'on pouvait customiser les solutions, rajouter des langages supportés, rajouter des services extérieurs. Et ça, on le verra au cours de la démo qui va pas tarder. Le choix. On a fini par faire le choix donc entre les 2 outils, Red Hat OpenShift et Pivotal Cloud Foundry de l'autre. On s'est penché sur différents points et les critères de choix suivants. Le premier, c'était l'open source. L'open source, c'est un point qui est essentiel pour nous chez Hippon Hosting, c'est l'utilisation de logiciels à code ouvert, parce que c'est un gage de liberté important. Ça nous permet également de participer dans la mesure de nos moyens et de nos connaissances au développement de l'outil qu'on utilise. La réversibilité par rapport à tout ce qui est open source est aussi un aspect qui est extrêmement important et sur lequel on a eu un côté positif, que ce soit chez Red Hat, enfin chez OpenShift ou chez Cloud Foundry. Le deuxième point sur lequel on a été attentif, c'est la diversité d'infrastructures, les différents types d'infrastructures qu'on pouvait utiliser de manière sous-jacente à la solution choisie. Bare metal, private cloud, public cloud, c'était vraiment quelque chose. L'objectif, là, il est de pouvoir constituer des architectures qui soient le plus agiles possible. Passer d'un cloud public à un cloud privé, d'une machine unique à plusieurs machines, c'était vraiment quelque chose de très important. Le point qui a fait une différence non négligeable est l'adhérence de l'outil qu'on a choisi avec une autre technologie. Et là, malheureusement, la solution de Red Hat est très liée aux technologies Red Hat. En fait, c'est un gage de liberté. On ne sait pas, comment va évoluer le marché du PaaS. Aujourd'hui, il y a des leaders qui sont donc Red Hat et Pivotal, mais demain, quelle sera la solution? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre solution? Donc le fait d'avoir une adhérence trop forte avec un outil nous aurait imposé de rester avec cet outil, ou aurait été assez compliqué par rapport à cet aspect-là. Enfin, la communauté. La communauté est une chose importante dans le choix de l'outil qu'on a fait. Bien que
la fondation Cloud Foundry n'est pas encore été annoncée au moment où on a fait ce choix en décembre dernier. C'était déjà, on sentait déjà une forte adhésion de la part de la communauté, tant au niveau professionnel que au niveau des particuliers. Et c'est vrai que ça nous a poussé à faire le choix à finaliser le choix vers Cloud Foundry. Et cerise sur le gâteau, une partie des développements de Cloud Foundry sont faits en Java, ce qui constitue véritablement l'ADN de Hippon Group, technologie et hosting. Et donc c'est vrai que ça nous a conforté dans notre choix de partir vers Cloud Foundry plutôt qu'OpenShift. Mais revenons légèrement en arrière. On ne va pas vous repasser le film, même si nous avons un illustrateur dans la salle, mais on va plutôt imaginer la situation telle qu'on l'a vécue tout à l'heure et voir comment est-ce qu'on aurait pu la traiter avec Cloud Foundry et vous faire une démonstration de l'outil. Alors, le problème est de pouvoir livrer rapidement sur un environnement notre application. Donc, vas-y, petit réglage. Oui, c'est juste qu'il faut... voilà. Ah oui, c'est mieux. Hop. Sauf que je le vois plus. Oui. Alors. Hop. Ça va être pas très petit peu. Attends, Thibaut. Pour la démo, on va... Hop, excusez-nous une petite seconde. Pour la démo, on va enlever la recopie. On va enlever la recopie vidéo. Excusez-nous. Voilà. Ok, donc premier réflexe, je vais me connecter sur la console mise à disposition. Donc là, c'est une instance de Cloud Foundry qui est installée sur les infrastructures d'Hippon Hosting. Donc Cloud Foundry met à disposition une console pour gérer les applications, gérer tout ce qui est service, les droits d'accès aux applications, les différents espaces sur lesquels on peut déployer. Donc c'est des notions sur lesquelles je vais revenir au fur et à mesure. Donc tout d'abord, je vais me créer un compte. Alors, hippon.fr. Je reçois donc processus classique d'inscription. Je reçois une confirmation. Je définis mon mot de passe. Hop. Et je suis enregistré. Normalement. Voilà. Alors, le premier élément, entre guillemets, fonctionnel à prendre en compte, c'est l'organisation. L'organisation, ça va être ce qui va représenter soit une société, soit un projet. Et dans ce projet, on pourra découper en différents environnements, donc dev, recette, pré-prod, prod. Donc c'est juste un élément de langage qu'on va utiliser tout au long de la démo. Donc je crée mon organisation et j'arrive sur mon dashboard qui va me permettre de superviser, enfin de voir quelles applications tournent et gérer les différents espaces où je pourrais déployer mes applications. Donc on va juste leur nommer en dev, ça sera plus facile. Voilà. Donc, deuxième réflexe à avoir, c'est se dire qu'on a cette console en mode web, mais on a aussi accès à un outil en ligne de commande qui va nous permettre de faire toutes les manipulations pour faire le push de l'application, pour configurer, que ce soit la consommation mémoire, le nombre d'instances, binder des services, des choses comme ça. Donc il y a un outil en ligne de commande qui est disponible pour tous les environnements en fait. Donc là, nous, on l'a déjà préinstallé. Et donc je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la ligne de commande. Donc, alors, premier élément, il faut d'abord se connecter à l'API. Donc cette API, en fait, c'est la même qui est utilisée par l'application web. Donc tout le monde pointe sur la même chose. Toutes les actions qu'on peut faire dans l'application web, on peut les faire en ligne de commande. Et voire même en ligne de commande, il y a des actions en plus qu'on ne peut pas faire depuis la console directement. Donc je me connecte. Alors avec le compte que je viens de me créer, je suis authentifié et alors point important sur les commandes liées à cet outil, il y a toujours à la fin, là vous le voyez, j'espère que c'est assez grand la console, vous voyez bien?
Faut mettre plus grand. Non, terminal. Préférence. Modifier. Mieux. Encore un peu. Il descend. Ouais, ça devrait aller là. Ok, donc à la fin de chaque commande, on a un petit résumé, rappel de ce qui a été fait. Donc là, on voit qu'on s'est connecté sur l'API IPON, sur l'API Cloud Foundry IPON, le user, l'organisation et l'espace sur lequel on est. Donc, premier exemple, je vais juste vous pousser un WAR. Donc c'est une application Spring Boot que j'ai fait vite fait. Il y a juste un lien vers une base de données. C'est un CRUD tout simple. Donc pour le pousser, une ligne de commande très simple. On appelle... Hop là, pardon. On donne un nom à l'application. dd-devox. Et on lui précise quel est le livrable à pousser. Donc, alors, on va pas le laisser défiler tout de suite. On va regarder un peu ce qui se passe. Tout d'abord, il crée une application dans Cloud Foundry. Ensuite, il crée une route. Donc, la route, en fait, c'est l'URL, la première URL qui va créer, pour accéder à cette application. Donc, par défaut, ça sera le nom de l'application suivi du chemin de l'URL principale de l'instance Cloud Foundry chez Ypon. Ensuite, on voit qu'il va envoyer les fichiers le WAR, donc uploader le WAR, et ensuite il va essayer de démarrer l'application. Alors là, il y a une première notion qui rentre en jeu, c'est la notion de build pack. Alors qu'est-ce que c'est un build pack? C'est en fait, au niveau technique, c'est un ensemble de scripts qui vont permettre déjà de dire si l'application peut être déployée par ce build pack. Et ensuite, une fois qu'on aura dit « Ok, ce build pack matche bien avec cette application », on va identifier les éléments à installer, donc c'est-à-dire les éléments à installer pour que l'application puisse tourner. Enfin, juste s'exécuter. Pas forcément bien s'exécuter, mais juste se lancer. Donc c'est-à-dire que là, dans notre cas, pour une application Java Web, on va avoir besoin d'un JDK. Donc on voit qu'il a été téléchargé juste au-dessus, à ce niveau-là. Donc il va télécharger le JDK, il va l'installer dans un répertoire. Ensuite, alors il y a un petit élément sur lequel je reviendrai juste après, c'est lié à Spring. Ensuite, il fait un petit peu de conf. Il va chercher un Tomcat qu'il installe. Il met un petit jar en plus. Il crée un conteneur avec ça et il envoie le conteneur sur l'application. Enfin, il envoie le conteneur dans le gestionnaire de conteneurs de Cloud Foundry. Donc le build pack, il sert à ça. Identifier l'application, dire OK, c'est bien moi qui vais pouvoir l'exécuter. Télécharger les ressources, les installer et ensuite lancer l'application. Donc là, on voit qu'il a essayé de lancer l'application. Bon, c'est un Tomcat, donc ça met un peu de temps à se lancer. Au bout d'un moment, il dit « Ok, l'application est lancée ». Petit résumé, on est d'accord, l'application est lancée, elle consomme 545 MB sur 1 giga et il y a aussi un petit peu des infos sur l'espace disque. Donc maintenant, on va juste aller vérifier en ligne qu'elle est bien installée. Donc le temps que ça se lance, voilà. Donc c'est une démo toute simple avec un CRUD qui va nous permettre de lister des données ou en créer. Et donc là, si je veux lister les données, forcément, erreur, vous me dites ça marche pas. Thibaut, tu n'as pas pensé à configurer la base de données. Évidemment, on ne sait pas vers qui on pointe. Donc pour la base de données, hop là. Donc de retour sur la console, donc c'est quelque chose qu'on peut faire depuis la console, mais qu'on peut aussi faire en ligne de commande. Il y a lié à Cloud Foundry ce qu'ils appellent une marketplace de services. Donc c'est un ensemble de services qui vont être utilisés pour compléter les applications. Donc il y a une vraie différence entre build pack et service. Build pack, c'est ce qui va servir à exécuter l'application. Les services, c'est des choses extérieures sur lesquelles les applications vont se plugger, par exemple une base de données, pour enrichir l'application. Donc le build pack, il sera bien spécifique à une instance de l'application, alors que le service, il sera forcément partagé par les applications, parce que toutes les instances d'une application, dans le cas d'une base MySQL, vont pointer vers la même base MySQL. Donc je crée un service qui va être lié à mon espace de dev, donc je vais l'appeler MySQL. Pour l'instant, je vais le binder à mon application Java BDD DevOps.
Et là, en fait, il y a quelque chose qui est plutôt très pratique dans le monde Pivotal, c'est que Pivotal, c'est VMware, VMware, c'est aussi Spring Source, qui dit Spring Source dit Spring. Et on a vu que tout à l'heure qu'ils avaient téléchargé des jars liés à la reconfiguration automatique de Spring. Donc en fait, pour les applications qui utilisent Spring et du MySQL, il y a un module qui va faire la reconfiguration automatique. Il va aller dans les fichiers de configuration de l'application, voir les data sources, modifier en direct les paramètres des data sources, donc l'host, le port, le username, le nom de la base, des choses comme ça, et il va directement faire pointer notre instance vers le service Cloud Foundry qui est bindé pour notre application. Donc il faut juste faire un CF restart de l'application. 2x à Devox. Oui, toujours 2x à Devox. Donc là, on voit qu'il y a des éléments ça va beaucoup plus vite en fait. Il va retélécharger, mais en fait il y a un cache interne par application, non pas par instance. Donc tout ce qui est JDK, Tomcat, il les retélécharge, mais depuis un cache, donc ça va très vite. Et il relance l'application. Donc là, il y en a pour quelques secondes. Hop, il upload. Donc là, c'est du local sur l'instance Cloud Foundry, donc c'est entre les différentes VM qui ont été installées. On reviendra un petit peu plus tard sur l'architecture globale de Cloud Foundry. Ça va démarrer. Voilà. Donc l'application est démarrée, on va pouvoir se reconnecter dessus, juste vérifier qu'on a bien accès à la base de données, qu'il n'y a plus d'erreur. Là, on fait la commande de liste qui veut chercher l'ensemble des players. Il n'y en a pas, on va en créer un vite fait juste pour être sûr que ça marche bien. Voilà, vite fait. Il est créé, on le voit dans la liste. OK. Donc là, c'est bien. On a une version très simple de l'application, un template monté avec 3 lignes de commande Spring. Vous allez me dire, c'est bien, mais c'est pas ça une application qu'on envoie en prod. Forcément, le client lui envoie ça, il n'est pas très content. Donc ce qu'on va utiliser maintenant, c'est l'application. Enfin, chez Hippon, on a développé un réseau social d'entreprise qui s'appelle Datami. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, c'est un Twitter-like qu'on utilise en interne, qui est open source, donc que tout le monde peut utiliser dans son entreprise. Et là, c'est un petit peu plus solide déjà. Il y a une base Cassandra, il y a du Elasticsearch, il y a un cache partagé entre les différentes instances. Donc le but maintenant, c'est de déployer cette application sur Cloud Foundry. Donc bah, pareil, hein, qu'est-ce que je vais faire? Un CF push de Tatami Devox. Pardon. Donc tout pareil que tout à l'heure. Il y a un peu plus de fichiers à envoyer parce que forcément l'application est un peu plus grosse. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans la marketplace, donc qui représente tous les services disponibles pour notre instance Cloud Foundry, on a des nouvelles, enfin, on a des choses qui arrivent. On a du Cassandra, donc c'est un service Cassandra qui a été développé. Alors, il est possible de rajouter des services. Cassandra, il n'est pas fourni par défaut par Cloud Foundry. Donc en fait, il y a toute une API avec des échanges de web services, donc en JSON, pour demander au service de créer une instance de Cassandra, donner les credentials pour se connecter. Enfin, il y a tout un échange de messages qui nous permettent de facilement monter des nouveaux services. Par défaut, chez Cloud Foundry, il y a des services, il y a du Elasticsearch, il y a des choses pour lancer des tests de performance, il y a aussi un peu de monitoring avec un service New Relic, donc qui se configure très facilement. Donc ça, vous pouvez le voir sur l'application de démo de Cloud Foundry qu'ils ont mis à disposition. Donc nous, on va en revenir. Donc nous, on a créé ce service Cassandra et aussi un service RabbitMQ je ne montrerai pas directement dans la démo. On va donc utiliser pour notre application le Cassandra. Donc là, on va voir que l'application essaye de démarrer, mais forcément, comme le Cassandra n'est pas configuré, ça va planter. Donc, comme tout à l'heure pour le service MySQL, depuis la console, je peux rajouter mon service. J'ai mon application Tatami Devox qui est disponible, donc je la rajoute. Je la bind directement.
Et là, par contre, c'est plus du Spring, donc on n'a plus le reconfiguration automatique. C'est un élément qu'on n'a pas encore mis en place, qu'on ne devrait pas tarder à mettre en place. Donc, c'est-à-dire trouver un fichier de conf où il y aurait des paramètres Cassandra exposés et pouvoir de suite les mapper avec les paramètres du service déployé sur l'instance Cloud Foundry. Donc, pour configurer notre Cassandra, on a toujours accès via le dashboard à une partie Credentials qui va nous donner tous les paramètres à insérer dans notre application. Donc là, on voit qu'il essaye de le lancer, mais il n'y arrive pas. Donc, hop là, il va nous mettre un petit message pour nous dire que ça a planté. Nous, on va juste anticiper un peu la chose. On va injecter à la main les paramètres dans notre fichier route. Alors, on va copier le route dans TMP pour pas faire de bêtises. On sort notre fichier de conf qui est dans webinf précise. Ok, on va l'éditer à la main. Hop. Là, on a donc tous nos différents paramètres et les paramètres Cassandra. Donc, je vais essayer de faire au plus vite pour ne pas perdre de temps. Hop. Le username. Hop. Oh, tu me fais. Il n'est pas légal. Ok, on rajoute le mot de passe. On a le nom du cluster ne change pas. L'host, c'est le même. En fait, on est sur la même VM, donc le nom de l'host ne change pas. Il y a juste le nom du keyspace qui est généré dynamiquement. Et on est bon. Donc, on va rezipper tout ça. Route.var de webinf. Ok. C'est bon. Et donc, on va pouvoir, alors si on regarde sur l'autre application, il a dû nous marquer l'erreur. Pas encore, on va le couper, ça ira plus vite. Voilà. Et on va pouvoir relancer l'application avec ce nouveau war qui va être mis en place. Donc voilà, on relance, il va réuploader les fichiers avec ce qui a été, enfin pas que ce qui a été changé, mais il renvoie une partie du war en espérant que ça tourne. Donc en parallèle, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder les logs qu'il va produire. Donc il y a dans Cloud Foundry, il y a une commande qui permet de scruter les logs, donc comme un tail d'une application. Et donc on va voir au fur et à mesure que ça va être installé, on va voir les logs défiler. Donc, ce qui permettra aux développeurs, peu importe sur quel environnement, selon ses droits dans Cloud Foundry, il pourra facilement voir quels sont les logs qui passent. Et il y a aussi une commande pour récupérer ces fichiers. Alors, voilà, il va essayer de démarrer l'instance. Donc des petits messages. Voilà, donc là il y a une petite erreur sur logback, mais c'est rien de bien grave. Et il n'a pas voulu démarrer. Merci l'effet démo. Qu'est-ce qu'il dit ? Le login n'a pas changé ? Ah. Peut-être le zip qui n'a pas...
Je vais ressortir le... T'as retypé le truc correctement? Bah, normalement, ouais. Mais bon. Parce qu'il avait marqué 0%. Ah, voilà, c'est vrai. Ok, il a pas remis le bon zip dedans, et il a pas remis le fichier dedans. Donc lui, on le coupe, on va le relancer. Donc du coup, comme on est sur la même instance, il voit qu'il va essayer de le démarrer, il l'a raté. Là, il va repartir sur le même truc, il va l'arrêter. Enfin, essayer de l'arrêter, vu qu'il n'est pas démarré, il n'y aura pas de souci. Et il va pouvoir relancer le processus de déploiement. Donc là, on va pouvoir rescruter les logs. Donc toujours les mêmes étapes, donc depuis le cache, donc ça va plutôt vite. Alors après, juste pour en parler un petit peu, il y a pas mal de commandes plutôt pratiques pour binder des nouveaux services, faire toute la gestion des utilisateurs. On peut définir des quotas, donc que ce soit des quotas mémoire, des quotas en nombre d'instances sur les différents espaces. Ensuite, il y a toute une partie droit, donc on va dire un utilisateur pourra déployer que sur tel type d'environnement. Bon, ainsi voilà. Donc là on voit que dans Cassandra il est en train de créer les différentes lignes dont on a besoin, les différentes colonnes family, et suite à ça l'application va pouvoir se lancer sans problème. Donc en fait l'outil de ligne de commande est vraiment très, très complet, on peut vraiment tout faire depuis la ligne de commande. Alors vous allez me dire, c'est bien la ligne de commande, mais comment je peux m'interfacer? Enfin, moi j'ai pas l'habitude de travailler avec la ligne de commande, je déploie avec du Maven, je déploie avec des choses comme ça. Alors il faut savoir qu'il y a un plugin déjà Eclipse, donc, qui doit être dans la version STS de Eclipse, donc pour Spring, pour déployer dans Cloud Foundry. Il y a ensuite des plugins Maven pour, via des goals Maven déployés sur du Cloud Foundry. Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui vous avez un projet qui utilise du Maven et il y a toute une usine logicielle liée à Maven, il n'y a pas de souci avec Cloud Foundry, vous pouvez l'intégrer sans changer directement l'ensemble de votre usine logicielle. Alors, on va pouvoir aller voir l'application qui a été déployée. Hop là. Donc notre application fonctionne. On va se connecter avec un compte Google Apps. Donc, je vais prendre le compte de la démo. J'accepte. J'accepte vraiment. Et là, on est sur l'instance Tatami, donc qui est vierge forcément parce que la base de données a été initialisée. Et on va voir qu'on peut publier des données, mettre des hashtags qui seront réutilisés, pardon. Et là, on les a bien. On va mettre un autre truc vite fait pour montrer. Et notre moteur de recherche en Elasticsearch va pouvoir fonctionner sans problème. Alors pour l'instant, l'application, les services proposés sont encore en entre guillemets bêta, donc on a bien le Cassandra, mais dans un futur proche, il y aura un service Elasticsearch qu'on pourra binder facilement, comme ça a été fait pour Cassandra. Il y aura d'autres choses qui pourront être mises en place. Il y aura sûrement un cache partagé pour pouvoir gonfler le nombre d'instances de Tatami et pouvoir distribuer un peu l'application. Donc pour toute la partie scaling, je vais laisser la parole à Ghislain qui va vous faire des petits exemples en PHP. C'est plus que ça. J'allais reprendre mon intervention en disant que j'allais faire de la magie parce qu'en plein milieu d'une conférence Java, je vais arriver à faire une démo avec du PHP. Bon. On va voir ça. Je vais essayer quand même malgré tout de faire un peu de magie et de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire du scale up, du scale out sur tout ça. Donc j'ai mon joli petit fichier, j'ai un fichier PHP, vous voyez. Thibaut, pour faire une démo, il envoie des mégas et des mégas. Moi, je vais envoyer un fichier qui fait la bagatelle de 53 octets. Ça va. Ça devrait aller un petit peu plus vite que dans le cadre de Thibaut. Donc je vais faire un cf push toujours. Je vais lui préciser le nom de mon application, donc PHP Devox, même si c'est quand même assez paradoxal d'avoir les deux dans la même phrase.
et -p, je vais lui préciser mon fichier, donc php, index.php. Donc là, je l'envoie et... Pardon, excusez-moi, il fallait que j'aille dans le répertoire en question. Voilà, on va le faire comme ça. Donc là, je l'envoie et normalement, je vais me retrouver avec mon fichier PHP qui va pouvoir être exécuté derrière. Ah, il y a encore une erreur. Bien. Ben ça, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas reconnu. C'est une erreur voulue, parce qu'il n'a pas reconnu mon fichier. Il a vu que c'était un fichier PHP et qu'il ne connaissait pas le buildpack qu'il pouvait utiliser pour pouvoir exécuter, pour pouvoir mettre en œuvre l'environnement qui va bien pour ça. Et donc il a cherché effectivement à savoir, il a cherché à utiliser autre chose. J'ai plus le truc en main. C'est pas grave, je vais le retrouver ailleurs. Donc il faut lui préciser le buildpack qu'on va vouloir utiliser. Alors là, toujours l'effet démo, j'ai un léger petit souci parce qu'il faut que je lui précise. En gros, les buildpacks, il peut aller les récupérer directement sur Git. Le buildpack. Donc, la plupart du temps, les buildpacks des éléments externes à Cloud Foundry par défaut sont publiés sur Git. Donc, pour spécifier un buildpack, il y a une option, on lui donne l'adresse Git, il fait un clone et il peut utiliser ce buildpack. Et donc maintenant, je lui précise le buildpack et on va voir que à la fin, il va aller télécharger le buildpack sur Git, bien évidemment, et il va être en mesure d'installer tout l'environnement nécessaire, puisque la personne qui a mis en œuvre le buildpack a mis en œuvre donc un serveur HTTP d'un côté, et on va le voir commencer à télécharger un tout petit peu après un environnement PHP pour pouvoir exécuter mon fichier, qui est quand même d'une simplicité absolue. Donc on va préparer php-devox.cf.ipon.io. Je n'ai pas mis de tiret. On va attendre. Donc là, il a fini. Il m'exécute. Enfin, il me upload tout ça sur l'environnement d'exécution, et il va me dire que j'ai mon environnement qui est disponible. Et donc là, voilà, je lui fais afficher alors quelque chose de simplissime. On peut peut-être augmenter un peu la taille pour que vous y voyez bien correctement. Ça va être utile un tout petit peu après. Donc je lui fais afficher l'adresse IP de la machine qui répond. Vous allez voir pourquoi. On voit ici là qu'on a un petit peu toutes les ressources qui sont consommées par mon application. C'est Scale. Et par exemple, je vois que mon application consomme 47 mégas de mémoire sur le giga que je lui ai alloué par défaut. L'allocation par défaut, c'est 1 giga. Et ben, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Je vais lui dire que je veux simplement 128 mégas de mémoire pour chacune de mes applications. Et donc, oui, il faut aussi lui préciser l'application. Excusez-moi. 128 M. Faut dire que c'est des mégas, oui. Pas des gigas que tu veux allouer. Oui. 128 gigas. Donc là, il va arrêter le conteneur qui exécute, et il va le redémarrer. Très rapide. Et il a de nouveau, donc là, j'ai diminué la quantité de mémoire qui est allouée par instance. Donc si je fais un CFA, je vois que bon, j'ai plusieurs applications qui sont en train de tourner, dont mon application PHP qui a une instance. Mais là, bon, c'était bien pour développer. Bon, certes, mon application est quand même simple, il ne doit pas y avoir de bug. Par contre, si je veux faire un test de charge pour voir comment répond mon application, en imaginant que l'application soit un petit peu plus évoluée, je vais lui dire, je veux augmenter les capacités de traitement qui lui sont allouées. Donc, par exemple, je vais lui dire que je veux une vingtaine d'instances différentes de mon application. Ah, je redépasse encore une fois les ressources qui me sont allouées. Je redépasse encore, ça c'est ta faute Thibaut, t'as pris trop de mémoire. Alors, je vais en mettre que 3, puisque les applications de Thibaut ont pris beaucoup trop de mémoire. Et donc là, si je regarde
je vois que j'ai bien le instance 3 sur 3. Il y a 3 instances qui ont été lancées. Et on va en faire la démonstration tout de suite en voyant que, à chaque fois, si je recharge, j'ai une répartition de charge qui est effectuée et je tombe sur différentes instances. Donc, moyennant le fait que Thibaut ait consommé toute la mémoire qui nous était allouée, voilà, on voit que le scale out est hyper simple. Il suffit de dire je veux un plus grand nombre d'applications et automatiquement, de manière complètement magique, Cloud Foundry va s'occuper par lui-même de faire le nécessaire pour augmenter le nombre d'applications et répartir la charge de manière très simple. C'est du HA proxy devant qui tourne. Voilà. Étant donné que le temps passe, on va revenir sur la partie présentation vite fait. On a encore quelques petites choses à vous montrer rapidement. Hop. Bon, on vous passe la démo. Rapidement. L'architecture matérielle. Pour lancer du Cloud Foundry au démarrage, faut imaginer avoir besoin de matériel de type on va dire 24 cores et 128 GB de RAM, parce que il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de modules différents qui interviennent dans l'exécution. En termes d'installation, et là il y a vraiment quelque chose qui est assez magique dans la manière dont les choses sont développées chez Pivotal, c'est l'utilisation de Bosh. Bosh, en 2 mots, comme acronyme récursif très cher au monde de l'open source, signifie Bosh Outer Shell. C'est l'outil qui permet de piloter réellement le déploiement de Cloud Foundry sur n'importe quel type d'infrastructure. Du moment que Bosh dispose d'un CPI, le fameux CPI qui est en violet là-haut, donc un Cloud Provider Interface, il est possible de déployer une instance Cloud Foundry dessus. On voit qu'aujourd'hui, c'est possible de déployer du Cloud Foundry sur du VMware vSphere très simplement, sur du Amazon Web Service là aussi, ou sur de l'OpenStack. Même sur du CloudStack, il existe un CPI CloudStack qui est disponible sur GitHub. C'est très simple, ça demande quand même pas mal de ressources. Par exemple, quand on démarre sur Amazon, il démarre 17 VM différentes avant même d'avoir commencé à exécuter la moindre application. Donc c'est imposant, mais c'est imposant à cause de ça. À cause de ça, parce qu'il y a plein de modules. Il y a plein de modules qui fonctionnent. Il y a le module de routeur qui va répartir un petit peu les ressources, va répartir les requêtes en entrée vers les différentes instances. Notamment, je passe la couche d'authentification, tout le monde comprend à quoi elle sert. Notamment le Cloud Controller et le Health Manager. Le Health Manager, c'est lui qui, quand je lui dis augmente-moi le nombre d'applications, je lui dis il m'en faut 3, il s'aperçoit qu'il n'y en a qu'une, et c'est lui qui automatiquement va provisionner et redémarrer autant d'applications autant d'instances que nécessaire. Ça peut être une manière de fonctionner avec, par exemple, pour faire de l'auto-réparation. Si votre application si l'application que vous avez lancée vient à planter, automatiquement le Health Manager va s'en apercevoir et il va l'exécuter. Enfin, il va l'exécuter. Le Cloud Controller, c'est lui qui s'occupe globalement de tout, qui met en œuvre toute la magie, qui va recevoir les différentes requêtes, qui va voir qu'il faut tel build pack, qui va aller chercher les informations à droite à gauche et qui va les envoyer sur le DEA, le Droplet Application Execution Agent, pardon, merci, qui utilise un système de conteneur qui s'appelle Warden, un peu un Docker-like, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, on voit aussi les métriques, tout ce qui est métrique et logging. Logging, Thibaut vous en a fait une démo. On a la capacité également, on vous l'a pas montré, d'aller chercher des métriques, notamment sur la consommation CPU, consommation RAM de chacune des applications, et éventuellement d'avoir une activité qui va varier en fonction des métriques que vous avez collectées. Alors, Cloud Foundry, c'est bien, mais maintenant, il va falloir réfléchir à peut-être des nouveaux usages. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre
de mettre en place facilement des nouveaux environnements, entre guillemets, jetables. Donc, c'est-à-dire, on veut faire un POC sur une nouvelle techno, il faut trouver le build pack, il y aura sûrement quelqu'un qui aura fait le build pack, où on peut facilement se développer un build pack pour héberger notre nouvelle solution et faire une démo à des clients, par exemple. Donc, c'est-à-dire que ça ne serait plus un problème de provisionner un environnement pour faire une démo client. Ensuite, on peut dire, on arrive à faire des environnements facilement. Des fois, on a besoin de faire des montées de version. Voilà, je vais changer ma version de Tomcat. J'aimerais le tester facilement. Là, pas de problème. Dans la prochaine version de Cloud Foundry, il y aura une notion d'héritage entre les build packs. On prend un build pack, on le change un tout petit peu, on demande une nouvelle version du Tomcat. On peut tester facilement notre application, faire des tests de perf avec le scale, comme l'a montré Ghislain. Donc ça, c'est des choses simples et ça peut nous enlever des belles épines du pied. Ensuite, ça va nous permettre d'unifier les processus de déploiement. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'en dev, on va avoir un micro-cloud local, donc c'est une possibilité offerte par Cloud Foundry, donc sur la machine du dev. En recette, au pré-prod, on peut se dire on va déployer toujours via Cloud Foundry sur une infrastructure locale à l'entreprise, donc une sorte de cloud privé. Et peut-être que pour la prod, le client va vouloir déployer soit sur son propre cloud, soit sur un cloud public, selon les accords qu'il a passés. Donc on aurait toujours le même système de déploiement, toujours basé sur le CF Push ou les plugins Maven ou des choses comme ça. Et ensuite, il y a, je pense, c'est là qu'on vous laisse la main, c'est à vous aussi de trouver les nouveaux usages qui pourront être faits de cette unification de l'outil de déploiement et cette unification de la publication des applications sur le cloud. Alors vite fait, une petite synthèse critique sur ces quelques mois de Cloud Foundry chez Hippon Hosting. Le gros avantage, c'est la prise en main. On voit en 4 lignes de commande, on arrive à pousser une application dans le cloud. Là où ça se complique un petit peu, c'est dès qu'on veut faire un petit peu de personnalisation, les build packs, les services, c'est des choses qui évoluent très vite en ce moment chez Cloud Foundry. Il y a des nouvelles versions qui sortent assez régulièrement. Là, on a été en 1.1. Il y a la 1.2 qui sort dans quelques semaines. Donc ça, c'est des éléments qui vont très vite. C'était au départ pas très bien documenté. Maintenant, grâce à la communauté, ça se documente vraiment très bien. Et en gros, pour résumer ces quelques mois chez Hippon, le côté très pratique, c'est toute la partie utilisation de Cloud Foundry au quotidien pour les développeurs. Pousser une application dans le cloud, c'est simple. Niveau administration, c'est un peu plus compliqué, mais ça tend à se faciliter. Et pour le monde et là, c'est réservé par contre au monde des admins, au monde des ops. Et un petit dernier slide pour faire une annonce liée à Hippon Hosting. Voilà, avant de passer aux questions, vite fait, on est nous assez satisfait, enfin très satisfait de Cloud Foundry et de l'agilité du produit. Ce qu'on veut, c'est vous le faire partager. Donc, on a mis à disposition un certain nombre de ressources en termes d'hébergement. Vous pouvez aller sur l'adresse, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure, https://cloudconsole.cf.hippon.io. Vous pouvez vous créer un compte et n'hésitez pas à tester, vous aurez exactement le même environnement que celui qu'on a mis à disposition et qu'on vous a montré dans la démo tout à l'heure. Vous disposez de 3 gigas de RAM et de 5 services différents. Ça vous permettra déjà de vous faire une idée des possibilités que vous pourrez avoir en utilisant Cloud Foundry. Vite fait des questions. Pour les questions, C'est un peu short. Ouais, vas-y. une ou deux. On va prendre une question. Attention. Merci. Au niveau du provisioning des multi-instances, en fait, est-ce qu'il y a des règles de répartition, d'anti-affinité, ce genre de choses? Aujourd'hui, dans les versions actuelles, il n'y a pas c'est pas des possibilités qui sont offertes à l'utilisateur au moment de pousser l'application. Même pas en automatique. Lui ne fait pas ce genre de répartition en automatique. Il va répartir peut-être entre différentes DEA s'il y a plusieurs DEA qui sont lancés, mais il n'aura pas suffisamment de profondeur pour aller chercher et déployer sur plusieurs matériels différents s'il y a plusieurs instances plusieurs machines qui gèrent des DEA différentes. Merci à vous. Merci à vous.